Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 183e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 7 octobre, il est exactement 18h40 et nous allons parler aujourd'hui de Vendée Globe à un mois du départ de la 10e édition qui sera donnée le 10 novembre des Sables d'Olonne. Nos 2 invités seront de la partie, ils font partie des 15 bisus de cette 10e édition. Le premier, le skipper de freelance.com, plan phare lancé en 2007. Il s'agit bien évidemment de Guirec Soudé, qui est chez lui à La Forêt-Fouesnant. Salut Guirec. Ouais, salut. Le second mènera également un plan phare mis à l'eau en juillet 2006 pour Jérémy Bayou. Il s'appelait à l'époque Delta d'Or, il s'appelle aujourd'hui Foussier. C'est Sébastien Marseille qui est du côté de Lorient. Salut Sébastien. Ouais, salut Axel, bonsoir à tous. Messieurs, avant d'échanger avec vous, je vais comme d'habitude faire une très courte présentation parce qu'on ne présente pas le Vendée Globe de cette édition 2024. La 10e édition s'élancera donc le 10 novembre des Sables d'Olonne à 13h02 avec une participation record de 40 marins, ce qui était le nombre fixé par l'organisateur, la SAEM Vendée. Sur ces 40 inscrits, 15 bisus donc, 13 étrangers, 6 femmes et un ancien vainqueur qui n'est autre que le tenant du titre, Yannick Bestaven. 16 marins s'élanceront sur des IMOCA à dérive, dont 2 bateaux neufs, ceux d'Éric Bellion et de Jean Lecam. Les 24 autres sur des bateaux à foil, dont 11 ont été construits spécialement pour cette édition 2024 du Vendée Globe. Voilà pour cette courte présentation. Messieurs, on va commencer par un petit tour de table. Comment se sent-on à quasiment un mois pile du grand départ? On va commencer avec toi, Guirec. Ouais, et ben écoute, commençons. Bah moi je me sens bien, j'ai hâte vraiment de pouvoir partir, me dire que enfin on va pouvoir souffler et rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que moi ce Vendée Globe, je l'attends depuis le premier jour où j'ai lancé le projet. Écoute, ouais, il reste 2-3 trucs à finaliser quand même avant de prendre le grand départ, mais dans l'ensemble le bateau est plutôt prêt. Moi je suis assez serein et voilà, j'ai hâte de me retrouver à me tirer la bourre avec tous les autres marins. Ouais, quand tu entends un peu la présentation que je viens de faire, est-ce que ça met un peu de stress de s'imaginer le 10 novembre sur la ligne de départ, ou justement, comme tu le disais, c'est vraiment de la hâte d'être enfin sur l'eau? Alors moi, clairement, j'ai vraiment hâte d'être sur l'eau. J'en peux plus quoi, d'attendre là. Donc je serais vraiment content, soulagé une fois avoir franchi la ligne de départ. Après, je t'avouerai que c'est vrai que la course au large, c'est assez nouveau pour moi. Là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est vrai que bah, moi, j'appréhende un peu quand même la ligne de départ, tu vois, pour être sûr, voilà, que tout se passe bien, de pas prendre de risques. Et je pense qu'une fois celle de la franchise, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est sûr que ouais, bah, je pense que plus ça va se rapprocher, plus la tension va monter. Mais après, je suis sur le reste, si tu veux, je suis vraiment ouais, c'est plutôt de l'excitation que de l'appréhension, quoi. Sébastien, comment toi tu te sens à 33 jours exactement de ce départ de la 10e édition du Vendée Globe, ton premier Vendée Globe comme Guirec? Bah écoute, j'ai hâte, moi aussi j'ai hâte d'être en mer, j'ai hâte d'être sur l'eau. C'est vrai que c'est des années de travail acharné pour réussir à être au départ du Vendée Globe. C'est vraiment un parcours dont on parle assez peu en fait, mais en tout cas qui pour un projet comme le mien est vraiment un parcours semé d'embûches où voilà, il faut relever plein de défis avant d'aller sur l'eau. Et là, en fait, je vois que ça va se concrétiser, tu vois. Je vois la course qui arrive, l'événement qui arrive, l'expérience inouïe que ça va être. Et en fait, j'ai envie d'en profiter à mort. Voilà, j'ai envie de profiter de ce pourquoi je travaille depuis tant d'années, quoi, maintenant. Ouais, pas mal d'excitation à l'idée de partir sur l'eau, pas mal d'envie. Et puis voilà, puis aussi envie de profiter, tu vois, de la période du village. Je pense
qui doit être assez particulière, mais où il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour nous saluer, pour admirer nos bateaux, pour toucher du doigt ce qu'est notre sport, et j'ai envie de le partager aussi avec tout le monde, que ce soit, tu vois, ma famille, mes partenaires, mes amis, le grand public, parce que mon projet il existe, parce que il a beaucoup de soutien, et donc quelque part c'est aussi un moment ouais de partage, quoi. On va revenir sur le parcours semé d'embûches qui a été le tien pour mener à bien ce projet. On va revenir sur vos projets respectifs. Guirec, pour toi, cette envie de Vendée Globe, est-ce que tu peux nous rappeler, elle a commencé quand? Elle a débuté quand? Alors écoute, en fait, elle a commencé en 2014 pour être précis, au moment où j'ai rencontré Éric Dumont qui avait fait il y a quelques années plusieurs Vendée Globe, avec qui j'ai passé un peu de temps dans les Caraïbes à Saint-Barthélemy, et qui m'a raconté ses Vendée Globe, et on a conclu que c'était une course qui était faite pour moi, et j'ai dit ah ouais, mais t'es sûr? Et en fait, jamais j'aurais pu penser avant me dire que j'allais pouvoir me lancer dans cette aventure. Et du coup, ça m'est pas trop sorti de la tête en fait. Et moi, j'ai continué du coup à voyager avec ma petite poule. Je suis parti au Groenland et j'ai fini mon petit tour du monde. Et en fait, quand je suis rentré moi en décembre 2018, je me souviens avoir appelé Jacques Carès, et j'étais à l'Abervrac, et j'avais essayé de le rencontrer sur place, qu'il est originaire de là-haut, mais sauf qu'il n'y était pas à Ouais. ce moment-là. Et je lui avais dit, écoute, j'ai envie de me lancer là sur le prochain Vendée Globe en 2020. Qu'est-ce que t'en penses et tout? Et il m'avait dit, écoute, c'est une bonne idée, mais là, je pense que niveau timing, ça va être un peu chaud. Et voilà, je pense qu'il avait clairement raison. Et du coup, j'ai finalisé ce que j'avais à faire. Et ensuite, j'ai monté mon projet. Donc voilà. Donc voilà comment, si tu veux, comment ça s'est fait. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser que je vais pouvoir participer au prochain Vendée Globe. Je me sens vraiment très privilégié. Et voilà, pour moi, c'est une aventure avant d'être une régate, et c'est ça qui me plaît, quoi. Parce que je pense, j'ai plus l'esprit aventurier que compétiteur, quoi. Même si évidemment j'aime ça, mais voilà, je manque encore pas mal d'expérience, quoi. Et est-ce que quand tu étais jeune, tu suivais beaucoup le Vendée Globe? Tu suivais la course au large, ou est-ce que c'est quelque chose qui te parlait? Ouais, bah écoute, ça me parlait quand même, parce que moi j'ai la chance de grandir sur une île, donc vraiment j'ai passé toute mon enfance dans l'eau, j'ai fait beaucoup de planche à voile plus jeune en compétition et tout. Mon père était un bon ami de Jeanne Guidel, avec qui il avait bien navigué. Après Eugène, il avait jamais fait de Vendée Globe, mais il a fait quand même un paquet d'autres courses. Et c'est vrai que bah voilà, moi les histoires de mon père à travers Eugène m'ont laissé un peu rêveur, et c'est vrai que enfin voilà, moi c'était plutôt l'histoire de partir en mer, de partir tu vois un peu à l'inconnu, d'aller voir l'autre côté de l'horizon, plutôt que la course en soi en fait. C'est vrai que voilà, je suivais ça de loin, mais sans vraiment me dire qu'un jour j'allais y participer, quoi. Sébastien, toi, tu as un parcours différent de celui de Guirec. Tu es passé, tu as un parcours de coureur au large, hein. Tu es passé par la classe mini, tu as fait du Figaro, du classe 40, même un peu d'IMOCA avant de te lancer sur ce projet. C'est finalement la continuité de ton parcours, le Vendée Globe? Ouais, je sais pas si c'est vraiment une continuité, parce que moi, avant de faire du solitaire, j'ai fait énormément d'équipage. Je suis arrivé à la course au large par le Mini 650, donc des courses en solo, et à un moment donné, j'ai croisé le chemin de Franck Camas, avec qui j'ai navigué pendant un bout de temps sur le projet de la Volvo Ocean Race, qui maintenant est The Ocean Race, voilà. Et puis après, j'ai embrayé sur une dizaine d'années de navigation en équipage. Euh, donc, je pense pas que j'ai un parcours vraiment, tu vois, commun, courant dans le milieu de la course au large. Je suis pas du tout issu de ce milieu-là, hein. Moi, mes racines, elles sont en Auvergne et dans le Val d'Oise. Donc, je suis vraiment pas du tout issu de la course au large. Après, c'est vrai que en 2017, j'ai fait le choix, du coup, j'ai fait le choix de renoncer à une tentative de trophée Jules Verne, de pas embarquer pour accueillir mon premier enfant qui arrivait à ce moment-là. Et puis du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah qu'est-ce que tu veux faire? Et je décide de retourner vers la navigation en équipage réduit, donc effectivement classe 40, Figaro. Et puis avec Romain, on a pas mal navigué ensemble en IMOCA, et c'est vraiment à l'arrivée
de la Jacques Vabre 2019 où après avoir fait 2 fois la Volvo et puis une fois le trophée Jules Verne, je me suis dit faut que tu tentes quoi. Faut que tu tentes ta chance pour le Vendée Globe. Alors 2020 était beaucoup trop proche en temps donc voilà, c'était 2024 quoi. Bon, Romain Attanasio, on précise, avec qui tu as navigué. Guirec, entre l'envie de se lancer et la réalisation de ce projet, il y a forcément un grand gap. Comment le projet a réellement démarré pour toi? Comment tu as structuré un peu ton projet et comment il a vraiment démarré? Eh ben, écoute, donc si tu veux, moi c'est en 2020 là, 2020 ou 2021 là, j'ai plus la date précise là, désolé. Je me suis lancé pour une transatlantique à la rame. J'avais plutôt comme projet là de d'enclencher parce que tu vois, je voulais en 2020 faire le Vendée Globe, mais sauf qu'entre temps, bon bah voilà, il s'est passé des trucs. Ça me trottait toujours dans la tête, sauf que l'aventure a pris le dessus et j'avais comme projet de repartir en expédition sur un bateau, plutôt un 4x4 des mers quoi. Et donc sauf qu'on était en période de Covid, donc voilà, pour m'occuper, je suis parti faire une petite transat à la rame. Et c'était ouais, je pense que c'était 2000 ouais début 2021, tu vois, janvier février, où c'était la remontée de l'Atlantique là pour le Vendée Globe. Et j'avais Alice Clessens qui est la team manager et une bonne amie depuis longtemps, qui m'envoyait des infos régulièrement pour savoir un peu ce qui se passait, tu vois, sur le Vendée Globe quoi. C'est vrai que bon bah ouais, je ramais mais j'avais pas énormément de choses à faire, donc j'étais content d'avoir quelques petits messages. Et ils sont passés Ouais. un moment pas très loin de moi, je les ai pas vus si tu veux, mais voilà, c'est revenu un petit peu à l'attaque là, dans mon cerveau. Et en fait ça m'a pas lâché. Je me suis dit il faut absolument que j'y sois sur le prochain. Et du coup j'ai demandé à Alice de mettre un peu tout en route, genre d'appeler les écuries pour savoir quel bateau allait être en vente, machin, à quel prix qu'on allait pouvoir faire. Et du coup elle a pris contact avec des teams. Et ensuite, moi, une fois ma traversée de l'Atlantique, de ma première transat, je suis rentré en France et là, je suis parti voir quelques bateaux et je me suis arrêté sur le bateau de Benjamin Dutreux, Omnia Water Family, qui était voilà un bon bateau à dérive évidemment, pour pas que ce soit non plus trop compliqué, et puis un budget raisonnable. Et j'ai croché avec le personnage et je voyais que le bateau était vachement bien entretenu et qu'il avait fait aussi une belle performance sur le dernier Vendée Globe. Et après, c'est sûr qu'il voilà, il a fallu monter le projet. C'est vrai que j'ai pas forcément fait les choses à l'endroit, dans le sens où j'ai commencé par convaincre ma banque de m'aider à acheter le bateau. Et puis une fois que j'avais acheté le bateau, j'avais plus trop de choix que de trouver un sponsor, parce que sinon financièrement ça allait être très compliqué, et donc ça mettait une petite pression supplémentaire. Et donc après, donc voilà, j'ai trouvé des partenaires et trouvé une équipe. Et au final une équipe tu vois d'autodidactes, parce qu'il y a personne de chez moi qui avait travaillé auparavant vraiment dans la course au large, et encore moins en IMOCA quoi. Cette envie d'aventure, tu le disais, tu as fait le tour de l'Antarctique, tour du monde avec ta poule Monique, cette traversée à la rame, ça, elle te vient d'où? Elle te vient de ton enfance sur l'île dont tu parlais tout à l'heure? Et ouais, c'est sûr que ça vient de là-bas. Cet endroit, il m'a fabriqué. Tu vois, j'ai mon premier bateau, je l'ai eu à l'âge de 7 ans. Je partais tout seul en mer. J'étais voilà très autonome. Tu vois, très jeune. J'étais aussi très jeune pensionnaire à l'âge de 7 ans, donc ça m'a appris l'autonomie, ça m'a appris la débrouille. Et en fait, j'étais tellement bien sur l'eau. J'avais des rêves plein la tête de voyage. Moi, dès que j'ai eu la possibilité de quitter le noyau familial et la France à 18 ans, je suis parti tu vois, en Australie dans l'objectif de d'acheter un bateau là-bas, et je suis parti, j'avais rien, je dormais dans la rue, je parlais pas anglais, tout ça. Et au final, j'ai acheté un bateau en France, donc je suis rentré après. Et oui, j'ai toujours eu ce besoin d'aventure, ce besoin de surpassement, et euh, et de me retrouver aussi seul quoi. C'est voilà, j'aime beaucoup le côté solitaire, et le mode réflexion, un peu isolation, coupé du monde. C'est des choses que j'avais pu expérimenter tu vois, volontairement, quand j'étais prisonnier dans les glaces pendant plusieurs mois au Groenland. Et aussi tu vois, j'ai fait l'Atlantique à l'aller, Canaries-Caraïbes. J'ai fait le retour, la route de Gérard d'Aboville, entre États-Unis Bretagne, sauf que je me suis retourné assez rapidement après avoir quitté les États-Unis, et pendant 90 jours j'avais plus aucun lien avec la terre ferme. Donc c'était vraiment pas volontaire du tout, mais voilà, c'était comme ça. Et puis ça peut être évident parce que j'avais pas de météo, il y avait plein de trucs que je savais pas, mais c'était tellement chouette en fait de pouvoir
prendre le temps de vivre pour soi et de déconnecter total. Et voilà, ce qui sera, je suis bien conscient, pas du tout le cas sur le Vendée Globe, mais voilà, ça n'empêche que je suis quand même très content de prendre le départ. Tu as grandi sur quelle île précisément? Alors, bah, c'est pas du tout connu, hein. On est la seule maison dessus, là, sur un petit rocher. C'est entre Perros-Guirec et Paimpol. Elle s'appelle Yvinec, comme le nom de mon premier voilier. D'accord. Et, Ouais. et donc voilà, c'est là où j'ai grandi, un petit paradis, quoi. Sébastien, qu'est-ce que t'inspire le parcours de Guirec qui est pour le coup assez inhabituel sur le Vendée Globe, ou en tout cas en course au large? Écoute, franchement, moi on m'avait sollicité à un moment donné pour encadrer des stages parce que le seul diplôme que j'ai, c'est un brevet d'État pour enseigner la voile. Et il se trouve qu'un jour, j'ai été contacté par l'organisateur de Rame Guyane, qui était une course à la rame Ah entre oui. la Guyane et entre l'Afrique et la Guyane, le Sénégal, si je dis pas de bêtises. Et ils m'avaient demandé de former leurs participants à la navigation, à la sécurité. Donc j'étais intervenu auprès des coureurs dans ce sens-là. Et donc l'organisateur de l'époque m'avait dit le mieux, franchement, c'est que tu prennes un bateau et que tu partes un week-end ramer avec, quoi. Moi, j'ai dit non, mais jamais je fais ça. Donc non, j'ai essayé le bateau dans la baie de Quiberon, leur bateau, hein, qui était certainement pas le même que celui avec lequel t'as traversé Guirec, mais non, moi je ferai jamais. Ça ne m'attire pas en tout cas, non, c'est sûr. Bon, bah, Je crois t'as d'ailleurs t'as raison, hein, t'as raison, Seb. je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, que c'était Michel Aurault, le père de Corentin, qui organisait cette course Rame Guyane. Ouais, tout Euh, à fait. C'était Michel qui m'avait contacté, ouais. Ouais. Sébastien, même question que tout à l'heure à Guirec, entre ton désir de te lancer sur le Vendée Globe et la réalisation du projet concrète, comment tu t'y es pris? Guirec, lui, a commencé par acheter le bateau. Est-ce que ça a été la même chose de ton côté? C'était vraiment la priorité dans un marché d'occasion qui avait tendance à s'emballer à l'époque? Bah moi ça a commencé, comme je te disais, l'idée elle a vraiment germé. Enfin, je me suis dit c'est 2024 à l'arrivée de la Jacques Vabre 2019. En 2020, c'était compliqué de monter des projets. Donc j'ai continué à travailler avec Romain en tant que remplaçant pour le dernier Vendée Globe, et puis aussi sur de la gestion d'équipe, sur l'aspect team manager. Donc et puis du coup j'ai vécu à distance, hein, un peu par procuration, son Vendée Globe 2020. Et 2021, on a refait une saison en double ensemble avec Romain. Donc là, j'ai ouvert mon compteur au 1000, quoi, si tu veux, par rapport à la sélection, parce que je me doutais bien que j'allais pas me lancer d'emblée sur une campagne avec un bateau neuf. Donc ça m'a mis dans une position où voilà, j'étais assez tôt dans le cycle, bien placé pour la sélection. Et par contre, en 2022, c'était une saison en solo, donc là, il fallait absolument avoir son bateau. Et moi, je me suis retrouvé en fait dans la position où j'avais contacté Eric, qui est un ami, parce que pour la petite anecdote, Eric qui est l'ancien propriétaire, donc Eric Nigon qui est l'ancien propriétaire du bateau, et qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir dans la transmission de ce bateau. L'histoire qu'on a en commune et la rencontre qu'on a, c'est qu'il y a quelques années, il m'avait confié son précédent bateau, un classe 40, et que j'avais fait naufrage avec. Donc Eric m'a aidé à acheter ce bateau en 2022. Et moi, quand j'achète le bateau, en fait, j'ai 2-3 mois de trésorerie devant moi. Je suis à La Rochelle à dormir dans mon van. Et j'ai pas d'équipe et j'ai un groupe de sponsors. J'ai monté voilà le club d'entreprise Cap Agir Ensemble. À ce moment-là, il y a 5-6 entreprises dedans. Voilà, j'ai 3 mois de trésor devant moi et je suis incapable d'aller faire naviguer ce bateau parce que voilà, pour faire la manœuvre de port, pour voilà mettre le bateau en place, assumir la logistique. Donc en fait, ça s'est fait comme ça aussi, c'est-à-dire une fois que t'as la charge du projet, une fois que t'as la charge du bateau, tu peux vraiment plus reculer. T'as toujours un peu la crainte d'atteindre la limite, qui est en fait tout simplement la cessation de paiement, quoi, de pas être capable d'honorer les frais, d'honorer les dépenses pour lesquelles tu t'es engagé. Et puis, on a trouvé à chaque fois, on n'a pas tapé dans le mur, mais ça s'est joué à peu de choses, quoi, je dirais, tu vois. Donc voilà. Mais ce qui est formidable derrière, c'est l'histoire humaine, tu vois. Ce qui est formidable, c'est l'histoire humaine derrière, parce que t'as l'anecdote avec Eric Nigon qui rend la transmission du bateau possible, mais t'as aussi voilà l'histoire avec Mathieu Ravier qui est le boat captain. Ben voilà, ouais, j'étais tout seul à La Rochelle en train de faire les expertises du bateau.
Mathieu, il me contacte via les réseaux sociaux en me disant, j'ai vu que t'avais acheté un bateau, appelle-moi, si t'as besoin d'un coup de main. Puis j'ai appelé Mathieu le lundi d'après, et il s'était débrouillé pour venir à La Rochelle, gérer son héberge, et puis voilà, depuis c'est le boat captain du bateau. Et en fait, chaque personne dans le projet a un rôle vraiment décisif comme ça, que ce soit les membres de mon équipe, Mathilde, Tom, Julien, ou que ce soit mes partenaires qui au tout début ont vraiment eu un rôle. En fait, voilà, ils voyaient bien qu'il y avait des difficultés, et en fait, ils m'ont mis à disposition des compétences de certains de leurs salariés pour pouvoir lancer le projet, quoi. Springcard qui a détaché sa chargée de communication, CMG, Régis Vian qui m'a aidé sur la partie sportive, le cabanet à la Fillette Patrimoine qui m'a aidé sur la partie budgétaire. Voilà, donc ce qui est hyper riche, c'est l'histoire humaine qui est derrière, quoi. Ouais, clairement. Guirec, toi, tu as trouvé ton partenaire principal, en tout cas à titre freelance.com, il y a maintenant 2 ans et demi, hein, je crois que c'était à peu près au printemps 2022. Ça t'a aidé à finalement à t'avancer assez sereinement vers ce Vendée Globe, ou est-ce que comme Sébastien, il y a eu des hauts et des bas financièrement, tu en es à peu près sorti sur cette préparation? Ouais, écoute, moi dans l'ensemble, j'ai eu quand même pas mal de chance. Déjà dès le départ, j'avais quand même des partenaires de longue date là qui me suivaient. Bon, sur des budgets moyens. Et après, j'ai eu la chance, ouais, en effet, de rencontrer le PDG de freelance.com, qui s'entendait pas du tout à faire de sponsoring et qui avait d'ailleurs, n'avait jamais fait de sa vie. Et du coup, bah ouais, bah c'est sûr que ça a été tout de suite, voilà, beaucoup plus confortable. Et on a pu en effet dans la foulée mettre le bateau à l'eau et faire ce qu'il fallait à bord. Après, c'est vrai que tu vois, à partir du moment où j'ai eu tu vois, un minimum de sous pour lancer le projet, bah, je me suis dit bon bah voilà, j'ai pas le budget complet, je ferai ça plus tard. Et au final, tu vois, je m'aperçois encore un mois avant le départ que bah en fait tu le fais pas plus tard, quoi. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut mettre au clair dès le début, parce qu'après une fois que t'es lancé, et c'est vrai que t'as plus forcément envie et le temps de le faire. Et c'est vrai que bah voilà, euh, moi je suis en Bretagne, donc c'est vrai que si t'es pas dans des grandes villes comme Paris, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir voilà, des partenaires quand même solides qui me font confiance. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, je leur dis quand même bravo, parce que il fallait oser, tu vois, investir sur moi, étant donné que t'avais plein de grands marins qui préparaient le Vendée Globe, qui étaient aussi en recherche de budget, bah, tu vois, même comme Seb, qui avait un beau palmarès à côté. Et c'est vrai que bah moi, tu vois, à part mes quelques années d'aventure et un peu de un peu de planche à voile, tu vois, je me souviens d'ailleurs d'aller visiter, tu vois, de partir au siège de freelance.com et de voir quelques actionnaires. Et premier déjeuner, t'en as un qui me dit alors comment ça navigue sur l'IMOCA et tout. Et je lui dis bah non mais moi j'ai pas encore navigué dessus, on l'a pas mis à l'eau. Ah bon, d'accord. Il me dit mais du coup enfin voilà, sur quel support tu navigues et tout. Bah je lui dis bah moi je fais que de la planche à voile, quoi. Là il m'a regardé avec des grands yeux. Ah ouais. Est-ce qu'on a vraiment misé sur un mec qui fait que de la planche à voile là? Et donc voilà, je trouvais ça assez chouette de leur part aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de les décevoir non plus, eux, comme bah quand même toutes les personnes qui me suivent, et surtout mon équipe qui se donne énormément, quoi. Oui, tu avais quand même navigué aussi quand même sur ton bateau. Tu avais quand même des notions de navigation, mais quand on monte pour la première fois sur un IMOCA, et justement avec ton passé, il y a pas un peu, c'est pas un peu vertigineux au départ? Ouais, quand même, hein, c'est pas tout à fait pareil, hein, tu vois. Je m'attendais pas à avoir un tel gap. Et c'est vrai que j'ai eu la chance dès le début d'être accompagné par Sébastien Andigan, tu vois, qui est un grand nom de la course au large, qui est un mec super chouette, qui a été pendant un an à mes côtés, et qui m'a vraiment appris à prendre en main le bateau. Et c'est vrai que bah tu vois, ma première course c'était la Bermude Mill Race en 2022. Et tu vois, j'avais fait 10 sorties avant, quoi. Donc c'était quand même pas énorme. Mais voilà, écoute, voilà, on a travaillé dur. Et après voilà, l'idée c'était de pas prendre trop de risques non plus. Et après bon bah voilà, il y a quand même beaucoup de bon sens. Et j'observais aussi, tu vois, j'observais pas mal ce que faisaient les autres. Tu vois, je me souviens d'ailleurs d'être doublé par Pipe sur cette course. Et elle était bah, avec son foiler, mais elle avait eu des soucis, je pense. Et du coup, elle remonte sur moi, et je la vois avec 2 voiles d'avant. Et là, je me dis bah ouais, 2 voiles d'avant, c'est pas mal ça en fait, tu vois. Et boum, tu vois, du coup, je déroule une autre voile d'avant, et je voyais que j'allais un peu plus vite, donc toujours pas assez vite pour dépasser les foilers, mais bon quand même.
Mais en tout cas, enfin voilà comment ça s'est fait. Sébastien, toi, au cours de ces 2 années, 2, 3 années, depuis que tu as vraiment lancé le projet, il y a des moments où tu as cru que ça n'irait pas au bout. Il y a des moments où tu as été tu as eu des moments de découragement. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, et si tu t'arrêtes sur les moments de découragement, enfin, enfin, sur les difficultés, pas les moments de découragement, mais sur les difficultés, ouais, il y en a quand même un paquet. Après, je crois que c'est le lot de quand même tous les projets. C'est aussi le lot, je crois, de la vie de l'entreprise finalement, où tu gères des aléas. La définition de l'aléa, c'est qu'il n'est pas prévu. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre avec. Il y a eu des moments vraiment difficiles qui ont été paradoxalement au même moment où il y avait des grosses réussites sportives. Tu vois, par exemple, c'est que à l'arrivée de la route du Rhum, je sais pas comment on va gérer le bateau en 2023. Donc tu vois, on est, je sais plus, fin novembre, début décembre 2022 en Guadeloupe. Et j'ai aucune idée de ce que je fais, comment je stocke, comment je gère, comment je paye l'équipe tout début 2023. Donc ouais, ça a été, il y a eu des moments vraiment tendus. On a eu la chance, je te dis qu'à chaque fois, ça se goupille bien. Juste avant la route du Rhum, il y a mon courtier énergie qui nous a rejoint, qui nous a permis de faire la route du Rhum un peu plus sereinement. Juste après la route du Rhum, il y a Foussier qui est arrivé et qui a permis que le projet il s'installe dans le temps et puis qu'il soit comment dire à l'équilibre jusqu'à l'issue du Vendée Globe. Mais ouais, il y a des moments de stress. Ouais, paradoxalement, j'ai vachement plus de moments de stress à terre qu'en mer, quoi. Ouais, ouais. Finalement, ce que j'allais te poser comme question, le plus dur, c'est presque d'être au départ du Vendée Globe que de faire le Vendée Globe. Même Bah, si vous l'avez pas fait, donc tu peux pas trop répondre à je peux cette pas te question. répondre, ouais, parce que Mais, je l'ai pas fait, mais en tout cas jusqu'à présent, oui, les moments les plus, comment dire, ouais, stressants, je les ai plutôt vécus à terre. Ouais. ouais, ouais, ouais. Vous savez qu'on aime bien les chiffres chez Tip and Chef. Est-ce que vous pouvez me donner un peu une idée globale de vos budgets respectifs? Sébastien, c'est quoi le budget de Foussier sur cette campagne de Vendée Globe? Ah, écoute, je peux pas te communiquer le budget de Foussier parce que c'est un engagement que j'ai vis-à-vis de mes partenaires de pas dévoiler leur montant d'engagement. Je peux te dire qu'on fonctionne avec un petit peu moins, avec moins d'1 million d'euros. Ouais. Ouais, ouais, d'accord, annuel. Et toi, Guirec? Bah écoute, nous en gros, tu vois, j'ai même pas les chiffres précis là, mais on essaye de tourner avec ouais autour d'1 million d'euros aussi quoi. Ouais, d'accord. Parlons un peu de Guirec. Il y a eu une course aux 1000, hein, parce que vous étiez de nombreux candidats. Il y avait à un moment plus de 50 candidats pour prendre le départ de ce Vendée Globe avec 40 places maximum. Donc il y a eu pendant ces 2 ans et demi une véritable course aux 1000, malheureusement qui a laissé sur le quai de marins James Areida et François Guiffan. C'était stressant cette course aux 1000 ou comment toi tu as géré ça? Bah écoute, en fait, c'est stressant oui et non si tu veux. Moi j'étais assez serein dès le départ et d'ailleurs, tu vois, mes partenaires, moi je leur ai quand même vendu le Vendée Globe, mais je leur ai pas fait entendre que possiblement il y avait tu vois possibilité de pas prendre le départ quoi. Donc moi j'y croyais. Après je savais que bah voilà il fallait que ça se passe quand même bien, il fallait éviter de casser au maximum. Donc il fallait naviguer intelligemment, enfin du moins comme je le pouvais. Après, bah, c'est vrai qu'au départ il y avait beaucoup de projets, il y en a quelques-uns qui sont arrêtés sur la route et c'est vrai qu'au final quand tu vois qu'il y en a que deux qui peuvent pas prendre le départ, bah tu vois, enfin moi ça m'attriste pas mal et surtout que voilà, je sais que Fange Guiffan, moi il était hyper présent sur le début de mon projet, il m'a aidé à mettre en place pas mal de choses. Et donc je trouve ça triste qu'on n'ait pas réussi à trouver de solution pour qu'ils puissent y participer, quoi. Mais c'est sûr que c'est un soulagement quand tu sais que voilà, tu fais partie des 40 candidats. Voilà, moi comme Seb, on n'a pas fait la Transat Retour aussi, la New York Vendée, et on savait qu'elle comptait beaucoup. Donc voilà, ouais, ouais, heureux d'être là au départ, quoi. Sébastien, toi aussi, ça a été source de stress ou justement, tu le disais tout à l'heure, tu as essayé d'anticiper au maximum en commençant à faire des courses, notamment la Jacques Vabre dès 2021 avec Romain Athanasio. C'était tout le temps un peu dans un coin de la tête, cette histoire de sélection?
Ah, écoute, oui, l'histoire de la sélection, ça, en tout cas, ça a conditionné certains de mes choix. Mais effectivement, en ayant commencé à ouvrir le compteur dès 2021, j'étais quand même dans une position assez bonne sur la sélection pendant tout le cycle. Donc, ça a pas, enfin, ça a pas été ce qui a le plus conditionné. Enfin voilà, j'ai construit mon projet autour de ça pour être confort. Tu vois, et clairement sur la dernière année, j'étais assez à l'aise par rapport à la sélection. Ça m'a permis aussi de naviguer. Ce que j'ai apprécié, tu vois, cette saison finalement, c'est de pouvoir relâcher la pression justement sur cette histoire de sélection et de pouvoir se préparer comme tu l'entends finalement, sans toujours répondre à une condition qui fera que tu seras au départ du Vendée Globe. Tu vois, de pouvoir finalement aller choisir les conditions dans lesquelles tu veux aller naviguer, les thèmes que tu veux travailler pendant tes navigations. Bah ça, je trouve ça top aussi parce que ça te permet de faire évoluer ton bateau dans le sens où toi tu le souhaites et pas juste pour répondre à une sorte de grille où voilà, faut faire tant de milles, faut cocher telle case. Euh, Ouais, bien sûr. donc finalement, ouais, c'est vrai que toutes les courses que j'ai faites depuis le début du cycle sur le circuit Moka, elles étaient fantastiques, mais j'ai aussi beaucoup aimé cette année de pouvoir faire mon propre programme sportif, mon propre programme d'entraînement en parallèle de celui du pôle Finistère course au large avec qui je m'entraîne. Et je suis vraiment content du travail qu'on a fait techniquement sur le bateau avec les moyens qu'on a, quoi. Justement, tu parlais de moyens. Est-ce que avec vous êtes donc plutôt sur des petits budgets par rapport à une bonne partie de vos concurrents, mais est-ce que le bateau, t'as réussi à le faire évoluer ou quand on a un budget restreint comme le tien, la seule priorité c'est d'essayer de naviguer, de compenser un peu le manque technique par le plus possible de navigation? Ah non, en ce qui me concerne, je pense qu'on a fait le max d'évolution possible sur le bateau avec les moyens dont on dispose. Donc voilà, on a fait un travail sur l'équilibre général du bateau, tu vois. Donc c'est vraiment de l'équilibre général. Donc tu touches un peu à tout, tu touches à la stabilité, tu touches au plan de voilure, tu touches aux appendices. Euh, voilà, sur le plan de voilure, j'aurais aimé pouvoir aller plus loin parce que du coup, sur le cycle de 3 ans, là, j'ai renouvelé 6 de mes 8 voiles, ce qui m'a poussé d'ailleurs il y a peu de temps à lancer un mécanisme d'enchère pour embarquer une voile unique au monde. C'est une voile qui était faite au départ pour un foiler et que j'ai trouvé bien adaptée finalement à mon bateau avec d'autres points de tir que j'ai baptisé la frule, tu vois. Et et donc que je souhaite vraiment embarquer sur le Vendée, mais on a besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est pour ça on a lancé une petite enchère là sur eBay pour vendre l'espace d'affichage dessus. Si jamais quelqu'un veut rejoindre le projet, c'est un bon moyen d'entrer et de pouvoir avoir ses couleurs, peut-être même sur le départ du Vendée, parce que c'est une voile qui pourrait être à poste au départ potentiellement. D'accord, donc finalement, tu as réussi quand même à faire évoluer ce bateau pour l'avoir comme un peu comme tu le souhaitais, quoi, compte tenu de ses caractéristiques. Oui, après, je l'ai fait évoluer. Je te dis, aujourd'hui, je sais exactement comment je voudrais faire. Enfin, à partir de de cette coque-là, de ce pont-là, je sais exactement comment je ferais pour en faire l'un des meilleurs bateaux à dérive. Euh, Après, ben, à un moment donné, t'arbitres en fonction de ce que tu es en capacité de financer ou Bien pas sûr. et de l'impact que ça va avoir sur ta performance. Et donc, je pense que dans ce ratio-là, on n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'on a fait là. Et toi, Guirec, est-ce qu'il y a eu des évolutions sur ton freelance.com? Eh ben, écoute, nous, on a pas mal bossé sur le bateau. Après, c'est vrai que moi, j'ai préféré me concentrer à naviguer au maximum parce que voilà, c'est ça qui me manque beaucoup. Donc, j'avais pas envie de rester trop en chantier. Nous, tu vois, la grosse modif qu'on aurait pu faire là, enfin qu'on a faite d'ailleurs, c'est les ballasts cet hiver, quoi. Les ballasts, du coup, qu'on a mis, tu vois, plus en latéral, ballast milieu et réduit les ballasts arrière. Et après, on a bossé aussi, ouais, un peu sur le gréement, sur la quête, pas mal aussi sur les voiles. Et après, c'est beaucoup d'entretien, d'esthétique, tu vois. On s'est fait tout le pont, des choses comme ça.
Mais après le bateau en soi, il marchait assez bien et donc on voulait pas rentrer dans quelque chose de trop technique sans avoir forcément le budget et les compétences pour quoi. Vous avez tous les deux participé à la Transat CIC là, en avril dernier. Guirec, tu as pris la 17e place. Sébastien, toi, tu as abandonné en début de course. Guirec, quel est le bilan que tu en as tiré de cette... Finalement, c'était un peu ta dernière répétition parce que tu n'as pas fait la Transat retour avant le Vendée Globe. Bah écoute, moi j'en ai tiré un bilan hyper positif. On a eu plein de conditions météo différentes et moi je me suis vraiment mis en mode si tu veux voilà Vendée Globe. Tu vois, je pense que un de mes défauts c'est que je suis un peu tu vois peut-être un peu trop bourrin et j'ai tendance à faire les tu vois les les bons choix un peu tard parfois et là j'ai essayé de bien tout anticiper. Donc ce qui est cool c'est que bah, j'ai pratiquement rien cassé sur le bateau et au final je pense pas que ça m'ait fait aller moins vite et puis ce qui est cool c'est que j'ai pu me tirer la bourre avec des bateaux tu vois quand même similaires. Je vois Violette là qui m'a collé là une bonne partie de la traversée avec un bateau bah, tu vois un sister ship mais un bateau qui est quand même bien plus performant et donc c'était une course hyper intéressante et je sens que j'en avais vraiment besoin avant de me lancer dans le grand bain. Et depuis, tu as beaucoup navigué depuis le printemps? Et bah écoute, après on a fait une transat retour équipage. Moi j'ai Corentin Douguet là qui m'accompagne là depuis plus d'un an là. Sur tout ce qui est ouais coaching performance qui est très bon. Donc j'essaye de rattraper toutes ces années que j'ai pas pu faire un peu plus jeune. Et écoute, juillet août on n'a pas énormément navigué, mais oui septembre dès qu'on pouvait on sortait. Parce que voilà j'aime vraiment passer du temps sur mon bateau et je sens que j'en ai besoin pour être vraiment serein et en confiance et écoute pour l'instant je le suis avec mon beau freelance.com donc c'est cool. Tu estimes que tu as des manques où aujourd'hui encore? Bah écoute, je pense que j'ai des manques, tu vois, un peu partout. C'est sûr que le côté solitude, côté, tu vois, surpassement et tout, je pense que de ce point de vue-là, ça va. Mais après, bah, côté forcément météo, stratégie, tu vois, ouais, bah là, il y a forcément des lacunes. Mais bon, je pense que je crois avoir compris comment bien faire marcher mon bateau. Après c'est sûr, hein, on pourrait encore attendre un petit peu, tu vois, avant s'il fallait repousser le départ du Vendée pour que je sois encore plus efficace à bord de freelance.com. Mais je pense que j'ai quand même fait le tour du sujet. Et puis, bah, comme je te dis, avec Seb Odigan, Corentin Douguet et quand même Bilou, donc Roland Jourdain avec qui j'ai fait la Jacques Vabre, j'ai appris beaucoup, quoi. Ouais, tu as eu des bons professeurs. Sébastien, toi, est-ce que tu estimes avoir suffisamment navigué cette année? Tu as abandonné assez vite sur la Transat CIC. Tu n'as donc pas fait la Transat retour. Est-ce que tu t'estimes suffisamment aguerri cette année? Bah, écoute, déjà, le super bon côté, c'est que la Transat CIC, ça permettait de valider la qualif pour le Oui, Vendée. bien sûr. Et que je pense que c'est aussi hyper important d'aborder le départ du Vendée Globe avec de la fraîcheur, ce qui me faisait clairement défaut sur la Transat CIC. En fait, à un moment donné, il faut coller aussi à ce que tu peux faire en termes de charge, tu vois, de travail, que ce soit à terre ou en mer. Et quand je parle de charge de travail pour moi, pour le reste de l'équipe. Et donc clairement, oui, le fait de pouvoir, on n'a pas fait en soi. Tu peux regarder ça en disant bon, t'arrêtes la Transat CIC, tu peux dire c'est un échec, mais tu peux aussi te dire bah finalement, ça me permet d'arriver sur le départ du Vendée avec beaucoup plus de fraîcheur, l'envie qui va avec, et puis je te dis de pouvoir avoir été navigué, ben en fait, voir ce que toi t'avais envie de faire, dans quelles conditions, choisir tes plans d'entraînement, choisir tes parcours en fonction de tes objectifs. Et franchement, ça a été un grand plaisir de faire ça là, que ce soit au printemps ou bah, à l'été, automne, quoi. Donc ouais, écoute, je pense que si tu regardes le compteur des milles, il n'y a pas tant d'écart que ça sur le nombre de milles réalisés, parce que finalement, il permet de regarder ça aussi, le tableau de la sélection. Qu'il faut avoir confiance dans le travail réalisé tout au long du cycle.
Donc voilà, non, je suis honnêtement, je suis très content de ma préparation. Je pense que ça a permis, voilà, cette année de remettre un focus sur le fait qu'il faut préparer les bateaux, ok, fiabiliser les bateaux. Il faut aussi que le skipper, quand il parte, il soit tout aussi prêt, quoi. Parce que tu parlais de fraîcheur, justement, qu'on est dans une petite équipe comme la tienne. Le skipper, il fait un peu tout, hein. Il est pas seulement skipper, il est chef de projet. Et il est en tout cas moins pilote que dans les gros teams. Justement, il faut faire attention à pas se cramer trop, justement, à se disperser partout. Ouais, bah moi ça a été un des enseignements, tu vois, de post CIC, effectivement, que l'aspect terrestre impacte fortement ce que tu es à même de faire sur l'eau ou pas, quoi. Et que donc oui, du coup, il faut soigner sa préparation de manière globale, quoi. Je veux dire, on passe des heures et des heures à mettre des bateaux en chantier pour parfois des gains qui peuvent être minimes ou alors qui ne sont même pas exploités si le skipper est pas d'attaque pour pouvoir utiliser son bateau correctement, quoi. Donc effectivement, moi ça m'a permis de remettre le sportif plus au centre du projet, d'y consacrer plus de temps et de réaliser à temps. Je pense que voilà, il fallait breaker pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions au départ du Vendée. Euh, le village ouvre le 19 octobre, donc on est le 7 octobre dans 12 jours. D'ici là, il y a encore beaucoup de choses à faire ou la pression se relâche un peu. Quel est le programme pour toi? Écoute, beaucoup de choses à faire. Non, franchement, ça va. Cette semaine, on embarque la bouffe. La semaine prochaine, on va naviguer vers les sables. On va peut-être faire une nave avant de partir au sable. Non, franchement, non, moi, faut que je fasse mes sacs de fringues et que j'embarque la nourriture. Mais non. Après, on est pas mal. Donc, ce qui reste à faire là, c'est beaucoup de l'organisation opérationnelle au Sable d'Olonne, tu vois, parce qu'on Ouais, va bien quand même sûr. accueillir nos partenaires pour pouvoir leur faire découvrir le bateau, notre environnement. Donc voilà, mais sur le volet technique, non, là, de toute façon, je pense que globalement, enfin, Ouais. Il n'y a plus il grand-chose y a à plus faire trop à de temps, quoi. 10 jours du départ pour les sables. Même chose pour toi, Guirec, tout est bien en ordre. Tout se fait sereinement sur ces derniers jours. Et écoute, ouais, quand même, ça va, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à faire les choses un peu à la dernière minute. Donc il y a quelques trucs qui sont pas totalement finalisés, mais voilà, mais ça va, voilà, ça sera bon très très bientôt. Mais écoute, non, je suis assez serein. Après, c'est vrai que le village, ça va être, je pense, que ça va être assez intense. Nous, surtout qu'on a un stand là-bas avec le rameur qu'on emmène. Donc, tu vois, tout ça, ça demande aussi un petit peu de logistique là, avec un paquet de livres aussi sur place. Donc voilà, tu vois, moi, j'avais fait tu vois, je pense cette erreur à la route du Rhum de pas m'arrêter. Et c'est vrai que j'avais été quand même hyper sollicité, pas vraiment par les partenaires, mais plutôt par les personnes autour là qui venaient derrière les barrières et du coup, c'est vrai que j'étais pas au top du top quand j'ai pris le départ. Donc on va essayer de ne pas faire la même erreur hein, sur le Vendée, là. Ça veut dire que tu vas essayer de te protéger davantage. Tu t'es déjà, d'ores et déjà ménagé des périodes où tu seras pas forcément tout le temps sur le village? Ouais, complètement. Ouais, moi, on m'a recommandé, tu vois, de pas être là la semaine du milieu. Et donc, pour le coup, mes partenaires, ils sont vachement à l'écoute de ça. Et ils savent que la priorité, c'est le bien-être de leur skipper. Et ça, c'est chouette. Et du coup, moi, toute la semaine du milieu, je serai pas là. Et après, bah voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir recevoir les partenaires parce que ce moment-là, tout le monde l'attend avec impatience. Et après, côté médiatisation aussi, il y a quand même un paquet de trucs de prévu, tu vois. Donc tu vois, j'ai peut-être un peu de mal parfois à dire non, alors qu'il le faudrait, quoi. Ouais. Parlons un peu d'objectifs. Guirec, tu disais hein, tout à l'heure, ce qui t'a d'abord attiré dans le Vendée Globe, c'est plutôt le côté aventure solitaire que régate. Il y aura quand même une régate. Quelles sont un peu, toi, tes attentes? Je vais pas te demander d'objectifs, mais il va y avoir une sorte de match dans le match avec notamment les 16 bateaux à dérive dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'entre vous, c'est quelque chose dont vous parlez, vous mettez ce petit challenge de terminer le plus haut possible dans les bateaux à dérive? Écoute, je vais pas te mentir que moi, je serais content
de bien placer par rapport au bateau à dérive. Après, l'objectif final, tu t'en doutes que ça va être de terminer, de prendre du plaisir, de raconter une histoire sympa, j'espère. Après, voilà, ce côté régate performance, il est nouveau pour moi, mais ça n'empêche que là, aujourd'hui, il est bien présent. Et j'essaye de faire au mieux sur les réglages pour faire avancer mon bateau du mieux que je peux, quoi. Après, bah voilà, la concurrence, elle est bien présente, que ce soit sur les foilers ou les bateaux à dérive. Donc voilà, faudra rester vigilant et bien observer les réglages de chacun, quoi. Seb, c'est un peu la même chose pour toi ou est-ce que toi tu as envie de te prendre au jeu de ce match avec les bateaux à dérive, voire avec des foilers, hein, qu'est-ce dans ta tête quel est un peu l'objectif que tu te fixes Écoute, en dehors ouais, d'arriver parce que oui, j'imagine que évidemment d'arriver parce que quand tu vois, bah quand même, enfin, je veux dire, c'est un vrai challenge en soi de faire le tour et d'arriver, quoi, quel que soit le temps de course, quoi, finalement. Donc déjà, tu vois, d'arriver. Et après, bah oui, c'est une compétition. Donc moi, ce qui m'a toujours attiré dans ce sport, en fait, ce pourquoi je suis arrivé à la course au large, c'est pas la compétition dans le sens je veux être meilleur que l'autre, mais c'est la compétition dans le sens à ce qu'elle demande en termes d'excellence. Moi, quand je suis arrivé dans la course au large, mon envie, c'était de comprendre comment fonctionne un bateau le mieux possible, comprendre l'environnement marin, l'évolution de la météo. Enfin voilà, cette attention que ça demande tout le temps, quoi. Et c'est ça qui m'a poussé à la compétition. Et finalement, ça nous pousse à chacun à essayer d'être le meilleur possible et à se tirer les uns les autres vers le haut. Et c'est en ça que j'aime la compétition. Donc voilà, mon bateau, il a fait le tour du monde en un tout petit peu moins de 100 jours, en 99 jours il y a 4 ans. Moi, j'aimerais bien faire le tour du monde en 90 jours. Et je sais que j'ai déjà battu tous les autres bateaux à dérive. Donc je sais que j'en suis capable. Donc j'aimerais bien réitérer ça, mais c'est pas parce que j'aimerais bien que ça va avoir lieu. Et ce qu'il faut pas occulter non plus, c'est que je pense que il y a quasiment toujours eu un bateau à dérive dans le top 10 depuis le début du championnat, à l'exception, je crois, de la Transat Retour cette année. Donc c'est super de parler des bateaux à dérive. On a une flotte de bateaux à dérive qui est beaucoup plus homogène que les foilers. Si tu prends le foiler le plus performant et le foiler le moins performant, l'écart de perf entre ces deux bateaux-là est beaucoup plus important que si tu prends le meilleur des bateaux à dérive et le moins rapide des bateaux à dérive. Donc on a une flotte qui est beaucoup plus homogène, mais on sera classé avec les foilers et on arrive quand même à mettre un certain nombre de foilers derrière nous et ça, faut pas l'occulter. Au risque de faire passer un peu les bateaux à dérive comme la D2 ou la Ligue 2, quoi, si tu veux. Ouais, bien sûr. Justement, est-ce qu'un scénario comme celui de 2020, avec finalement des bateaux à dérive qui sont restés dans le coup jusqu'au bout, hein, il y en a plusieurs qui sont dans le top 10, hein, il y a Jean Le Cam, il y avait Benjamin Dutreux sur ton bateau Guirec, et il y avait aussi à Piscine le bateau de Damien Séguin. Est-ce que ce scénario peut encore arriver selon toi? À la même hauteur, je sais pas, j'ai vraiment pas la réponse, mais voilà, je pense que on peut effectivement avoir des surprises avec les bateaux à dérive. Bah, Ce je te serait dis marrant, en tout cas. encore une fois, je pense que le top 10, il est envisageable, ouais. Aujourd'hui, le top 10 pour un bateau à dérive, je pense que c'est pas complètement, enfin, après on connaît pas la météo, on connaît Bien sûr. pas, mais tu vois, Jean, il fait 4. Franchement, quand tu refais la course de Jean il y a 4 ans, quand tu regardes où il était au moment du naufrage avec Kevin, et puis tout au long de sa course, c'est vraiment une performance remarquable. Dans quelle mesure les foilers auront réussi à gommer ce qui a fait défaut un peu pour eux il y a 4 ans dans le sud, c'est-à-dire la navigation dans la houle formée, bah, il y a personne aujourd'hui qui est capable de me Ouais, donner la réponse. bien sûr. Guirec Sébastien se fixe 90 jours. Toi, est-ce qu'il y a un objectif de jour à défaut d'objectif sportif très identifié? Bah écoute, si Seb se fixe 90 jours, moi je dirais 89 jours pour moi, alors. Ça- ça- Le défi est lancé, le match est lancé.
Non, Prends est-ce que 80 en avitaillement, prends 80. Ouais, pour le coup, moi, je prends un bon 90 jours là d'avitaillement là. C'est m'arrivait tellement souvent de pas pouvoir manger à ma faim là et de perdre beaucoup de poids que là, je fais pas trop attention aux quelques kilos en plus quoi. Mais écoute, non, en termes de temps, bah ouais, moi j'ai tablé entre 80 et 90 quoi, je pense. Mais bon après voilà, on verra ce qui se passe et si c'est plus, c'est pas grave quoi. 40 bateaux au départ, tu parlais de raconter une belle histoire tout à l'heure, Guirec, mais avec 40 bateaux au départ, il y a 40 marins qui veulent raconter des belles histoires. Comment essayer un peu d'exister médiatiquement dans toute cette concurrence, hein? Je pense que chacun promet des retours sur investissement à ses sponsors. Comment faire pour sortir du lot, Guirec? Toi, t'as ton histoire peut-être particulière qui te permet peut-être de jouer là-dessus? Bah écoute, après, ouais, bah moi j'espère raconter une belle histoire, mais bon après je l'espère, mais après je sais pas ce qui va se passer du tout, tu vois. Et la réponse on l'aura qu'à la fin, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'on bah que oui, les partenaires ils attendent, tu vois, un minimum de retour sur investissement, comme tu peux le dire. Par rapport au Vendée Globe, l'idée ça va être voilà, de communiquer intelligemment, essayer voilà, de rester soi-même et surtout de répondre aux médias au moment où il le faudra, parce que c'est vrai que d'après ce que j'ai compris, il peut y avoir aussi pas mal de sollicitations pendant la course, quoi. Après, il se passera ce qui se passera, quoi, hein. Sébastien, un petit mot sur l'assistance. On a beaucoup parlé d'assistance en début d'année avec l'histoire qui avait touché Tanguy Le Turquet. Aujourd'hui, est-ce que les règles, est-ce que vous avez un peu, au sein de la classe, un peu réécrit les règles au niveau de l'assistance et est-ce que ça a été un peu plus précisé? Oh là là, c'est pas sympa de me poser la question piège comme ça, là, franchement. Écoute, non, comment dire, c'est un tour du monde sans escale, sans assistance, en solitaire. Donc, Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que les leçons, finalement, il y a eu des enseignements tirés de l'histoire avec Tanguy? Est-ce que au niveau des règles, est-ce que ça a changé ou finalement il y a rien de vraiment changé? écoute, les règles ont été réaffirmées, en tout Ouais. cas, mais elles étaient, comment dire, enfin, on signe tous une déclaration sur l'honneur, comme Mhm. quoi on s'engage à respecter les règles d'assistance. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre de plus que d'engager ton honneur sur le fait que tu vas respecter une règle. Après, c'est sûr que les usages ont beaucoup évolué, notamment avec une connexion Internet sur les bateaux qui est avec des débits qui ne font qu'augmenter. Et donc, effectivement, ça pose des questions par rapport au fait de l'accessibilité du bateau depuis la terre. Après, en tout cas, les règles, elles sont très très claires, hein. Elles sont très très claires. Et ce qu'on sait, c'est que par contre, on va être plus surveillé. Ça, c'est sûr et certain qu'on va être plus surveillé. Guirec, un petit mot là-dessus, parce que comme ça, Sébastien ne sera pas le seul à avoir la question piège. Bah non, mais ouais, non, pour moi c'est pas une question piège, dans le sens où les règles, voilà, on les connaît, et puis après, bah voilà, l'idée forcément, ça va être de jouer le jeu. Donc voilà, moi je me suis pas, écoute, pas trop posé de questions là-dessus. Après c'est sûr que, bah oui, c'est sûr que sur ce type de projet, si tu veux faire les choses de travers, c'est sûr que, et discrètement, c'est sûr que c'est possible, quoi. Après, Hmm. après l'idée c'est quand même d'être tout seul du début à la fin, quoi. Très bien, parlons pour finir d'avenir. On entend déjà, alors que le Vendée Globe 2024 n'est pas parti, on entend déjà parler beaucoup de projets 2028. Il y a déjà des bateaux qui sont en construction, qui vont être mis en construction dans les mois prochains. Il y a des marins qui annoncent d'ores et déjà monter un projet. Il y en a d'autres qui annoncent la fin de leur partenariat avec leurs partenaires, comme on a eu là récemment avec Maxime Sorel et aujourd'hui Damien Séguin. Est-ce que vous projetez déjà dans l'après, l'un comme l'autre, Sébastien?
Écoute, se projeter dans le sens de savoir ce dont j'ai envie aujourd'hui, oui, je le sais. Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir. J'adore ce circuit, j'adore le format de course, j'adore le solitaire, et j'aimerais pouvoir arriver un jour au départ du Vendée Globe avec un bateau plus performant que celui que j'ai entre les mains aujourd'hui. Après, ce que je veux pas, c'est, tu vois, me laisser gâcher mon Vendée Globe 2024 par trop de considérations de ce type-là. Donc voilà, je sais ce dont j'ai envie. Je connais aussi la limite de ce que je ne ferai pas pour y retourner, c'est-à-dire y retourner dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui et se relancer sur un cycle de 3 ou 4 ans comme ça. Ça, je le referai pas. Donc ça implique, comment dire, des moyens supplémentaires pour pouvoir porter une campagne sportivement plus ambitieuse. Voilà, aujourd'hui c'est ça, mais je vais pas y consacrer une énergie débordante dès à présent, parce que je pense que mon énergie, elle doit être focalisée sur le Vendée Globe 2024, quoi. Il y a quand même une sorte de mercato des bateaux d'occasion qui a quand même débuté. Il faut forcément pas laisser passer les occasions. Tu t'es quand même à l'affût. Tu poses des questions ou tu verras ça en rentrant. Pour le coup, c'est pas moi qui m'en occupe. Ouais, Voilà, d'accord. c'est un membre de mon équipe qui s'en occupe. Ouais, tu veux Moi aujourd'hui, mon énergie, ma concentration, elle va vers le Vendée Globe. Il y a en gros ces envies qui sont identifiées, ces limites qui sont posées. Il y a une sorte de cadre qui peut peut-être évoluer, mais déjà, je pense que l'important, c'est j'ai pas envie de me projeter déjà dans l'après, alors que là maintenant, tout de suite, là dans un mois, il y a un truc à vivre de dingue, et que je veux pas me laisser polluer par d'autres considérations, et je veux en profiter à mort, quoi, parce que ça demande tellement de travail. Et toi, Guirec, est-ce que tu as pris goût au circuit IMOCA au point d'avoir envie de continuer après ou est-ce que ça va être une aventure de plus dans ton carnet d'aventures qui est déjà bien rempli? Et écoute, c'est difficile de te répondre maintenant, tu vois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, contrairement à Seb, je sais pas comment l'expliquer, mais je suis obligé de me projeter. Sinon, je me sens pas bien, je pense. Et donc, j'ai pas mal d'envie. Moi, là, mes années en IMOCA, elles me plaisent énormément. Après, c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est de faire le tour du monde, et les transats, c'est chouette, tu vois. Je suis hyper heureux d'avoir participé à toutes ces belles courses, mais c'est vrai que je reste quand même sur ma faim, tu vois, après une Route du Rhum, une Jacques Vabre, une Transat CIC, tu vois, de me dire que putain, c'est déjà fini, quoi. On a fait 10 jours de traversée, ça s'arrête déjà après autant de mois de préparation. Donc, ce qui est certain, c'est que moi, je pourrais pas réattendre 4 ans pour refaire un tour du monde, quoi. Ça, c'est certain, ça. Ouais, t'as besoin de solitude au long cours, quoi. Ouais, j'ai besoin d'être nourri un peu plus, quand même, là. Donc, il y aurait éventuellement d'autres projets de tour du monde intermédiaire, c'est ça que tu es en train de nous dire? Bah écoute, en tout cas de navigation, comme tu dis, quoi, au long cours, quoi. Ouais. C'est sûr que 10 jours, 2 semaines, c'est pas suffisant pour moi, quoi. Mais ouais, pourquoi pas repartir faire un petit tour. Écoute, on va voir, on va essayer de finir celui-là proprement, et après on pourra parler du reste, mais c'est vrai que voilà, en termes de projet, c'est un peu ça qui inquiète mon équipe, c'est qu'ils ont du mal à suivre, quoi. Très bien. Eh ben, merci tous les deux. On vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite vers le Vendée Globe. Vous serez donc le 19 octobre à l'ouverture du village officiel au Sable d'Olonne et sur la ligne de départ le 10 novembre à 13h02. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 184e épisode de Pause Report. À bientôt. Salut Axel, salut Guirec, merci. Salut Axel, salut Seb, merci, c'était sympa, et puis voilà, à très vite sur l'eau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!